Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont venus sur place, bonjour à tous ceux qui sont en ligne. Voici un Innovation Corner dans une configuration un petit peu nouvelle. Comme vous le voyez, je ne suis plus en direct de mon bureau, mais désormais en direct du studio de Cap Digital dans notre siège rue Alexandre Parodi dans le 10e arrondissement de Paris. Donc bienvenue à tous pour cet Innovation Corner de rentrée, un Innovation Corner consacré à l'innovation au bénéfice de l'expérience client. Hop, oui, les slides fonctionnent, tout fonctionne jusqu'à présent. Je suis Benjamin Gans, je suis directeur de la relation grand compte chez Cap Digital. Donc je m'occupe plus particulièrement de la relation avec nos adhérents grands comptes. Les grands comptes chez Cap Digital, c'est à peu près 67 organisations. Le dernier à nous avoir rejoint la semaine dernière, c'est la Banque des Territoires, qu'on salue. Et on va retrouver un certain nombre d'acteurs de la grande distribution, d'acteurs de la Smart City, de la banque, puisqu'on a CACF qui est présent avec nous ce matin, des EPIC aussi, le musée d'Orsay, l'INA. Voilà, cet ensemble de ce collectif grand compte représente à peu près 67 organisations parmi le millier d'adhérents que compte Cap Digital. Alors, nous allons passer 2 heures ensemble ce matin avec un certain nombre d'interventions. Mais avant cela, je voulais bien vérifier avec vous que le son était de bonne qualité. N'hésitez pas à le signaler dans l'onglet de chat et signaler tous les problèmes techniques qui pourraient intervenir. Et puis, si vous avez des questions, et je vous invite à les poser tout au long des interventions de nos présentateurs, à les poser dans l'onglet questions. OK ? Cette séquence sera disponible en replay, bien sûr, comme toutes les précédentes. Je rappelle que cette Innovation Corner fait partie d'une séquence que nous organisons depuis le début de l'année, dans laquelle nous abordons un certain nombre de thématiques qui sont sourcées à partir d'un sondage et d'un questionnaire que nous communiquons auprès de nos grands comptes. Et c'est avec eux que nous faisons cette programmation. Et ce matin, nous sommes là pour parler de l'innovation au bénéfice de l'expérience client. Alors au programme de cette matinée, de la fluidification à la sublimation de l'expérience client, quel rôle pour l'innovation? C'est une experte, une consultante, Régine Van Hems, intervenante, une conférencière qui va nous parler de ce sujet en introduction. Dans le cadre des Innovation Corner, nous faisons toujours intervenir en introduction une experte ou un expert du sujet que nous traitons. Et ensuite, nous donnons la parole à nos adhérents. Cette séquence, c'est l'occasion pour nous de valoriser les adhérents du pôle qui ont des expertises, des solutions qui sont très pertinentes et qui sont innovantes, récentes, et qui vont venir présenter. Ensuite, c'est une entreprise qu'on aime beaucoup, FineVoice, et de quelle manière on va transformer le client en partenaire, donc Customer as a Partner, le New Deal de l'engagement client pour mixer proximité et réactivité. C'est Julie Devinant qui nous fera cette présentation. Ensuite, c'est Romain Messager de YouScan qui nous dira comment on peut communiquer avec ces codes grâce à leurs solutions. Ensuite, c'est Alexis Tonnoir qui viendra nous présenter Miam, une solution SAS dédiée aux courses en ligne. Et puis, Nicolas Martinois terminera cette séquence avec un outil Alta Voce extrêmement intéressant pour améliorer l'expérience client dans les centres d'appel. Donc, on est parti, on est bon. Je vais inviter Régine Van Hems à me rejoindre. Elle enlève son masque, elle me rejoint sur la scène. Et je vais lui passer un micro. Est-ce qu'on a un micro à lui donner, s'il vous plaît ? Régine, c'est à vous, je vous en prie, prenez place, installez-vous debout ou assise comme vous le souhaitez. Il y a la petite zappette, voilà. Et puis je vous laisse la main pour commencer votre intervention. D'accord, merci beaucoup Benjamin. Bien, bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors j'aimerais commencer cette présentation par une petite question. À votre avis, et vous avez déjà la réponse, donc je pense qu'il n'est pas en PowerPoint en fait. Il ne défile pas, je pense. Non, c'est bon. Bon.
Alors normalement c'est en 2 étapes, mais voilà, donc combien de personnes, à votre avis, ont déjà cessé d'acheter auprès d'une entreprise à cause d'une mauvaise expérience client? Eh bien, vous n'avez pas de surprise, la réponse est de 82%. Donc, effectivement, l'expérience client est un élément extrêmement important, on le voit. Et la question qui se pose ici, c'est comment l'innovation peut-elle nous aider à améliorer l'expérience client? Ah, la zapette fait... Alors, comment peut-on améliorer l'expérience client? On se doute bien qu'il n'y a pas une réponse unique. Nous, on utilise le triangle d'or de l'expérience client pour montrer qu'en réalité... l'expérience que vous allez construire dépend bien évidemment du profil de votre client, mais qu'il dépend également de la situation et qu'il dépend également de la catégorie de produit. Donc en réalité, il n'y a pas une seule expérience, mais il y a une foultitude d'expériences à produire. Alors quand vous posez la question finalement sur la manière dont il faut construire une expérience client, la majorité des consultants vont vous parler de fluidité. Effectivement, la fluidité est un élément qui revient souvent et j'aurais même tendance à dire que pour certaines catégories de produits, pour certains consommateurs ou pour certaines situations, on devra aller vers de l'ultra-fluidité. Alors l'ultra-fluidité, c'est quoi? Eh bien, on a tous dans la vie des courses qui sont des courses corvées, des courses qui sont une tâche à accomplir, qui sont une mission. Réapprovisionner le foyer toutes les semaines, c'est pas un plaisir. En tout cas, pour beaucoup de consommateurs, ce n'est pas un plaisir, c'est une corvée. Et comme je l'ai très souvent observé, je n'ai jamais aucun étudiant qui m'ont dit que leur rêve, c'était de pousser le caddie le samedi après-midi. Donc je pense que cette ultra-fluidité, c'est de dire qu'il y a des courses qui sont des tâches, qui sont des corvées. Et le mieux que l'on puisse offrir à notre client, c'est de lui faire vivre une non-expérience. Le fait qu'il ne vive pas cette expérience sera positif, puisque pour lui, c'est une corvée. Donc faisons disparaître l'expérience client pour tous les produits qui sont des corvées, des réapprovisionnements obligatoires. Alors à côté de cette ultra-fluidité pour certaines catégories de produits, on va libérer les individus comme la machine à laver a libéré les maîtresses de maison dans les années 50 de la corvée des courses. À côté de cette ultra-fluidité, n'oublions pas qu'il y a aussi des courses qui nous font plaisir. C'est-à-dire qu'il y a des courses, on va prendre du plaisir à acheter online, on va prendre du plaisir à butiner et acheter offline. Et donc ces courses-là, l'expérience, il ne s'agit pas de la faire disparaître, mais au contraire de l'améliorer en enlevant ces irritants. Alors les irritants, il y a des irritants qui sont les mêmes selon les différentes catégories de produits. Et puis on a des irritants qui sont très fins, qui sont liés à la psychologie de votre cliente, de votre positionnement d'enseigne. Et là, évidemment, on va faire un diagnostic spécifique par rapport à votre parcours client, cette fameuse Customer Journey. Alors les irritants, je vais vous donner un classique. L'irritant classique, on est en train de déambuler dans une boutique, on prend du plaisir, on passe du produit à un autre, on a des stimulations sensorielles et émotionnelles, et au moment où on voit le sneakers qui nous plaît, pas moyen de trouver ni l'information, ni un vendeur. Donc on a un irritant qui fait que ça nous plaît, mais il n'a pas l'information que l'on recherche. Donc une solution qui avait été proposée, c'est de se dire on va lever cet irritant, et on avait effectivement la possibilité, quand on soulève le produit, d'avoir un écran qui va transmettre l'information en temps réel sur le produit. Là, on s'intègre dans le parcours client de manière fluide en levant son irritant. Donc c'est un avantage qui est proposé, et on pourrait aller beaucoup plus loin aujourd'hui. On pourrait imaginer mettre l'état des stocks, la possibilité de personnalisation et donner une information qui correspond aux attentes actuelles du consommateur. Alors à côté, et puis il y en a d'autres qui sont aussi très importants. Donc je pense notamment à un mall aux États-Unis. Il s'était rendu compte en réalité que l'un des problèmes, l'un des irritants, les consommateurs ne venaient plus parce que c'était trop long de faire tout le mall et de repartir. Donc en réalité, il y avait un irritant, c'est qu'on passait trop de temps dans le mall. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Tout simplement, ils ont proposé de géolocaliser les consommateurs dans leur parcours au sein du centre commercial et de venir les rechercher là où ils étaient sur les parkings pour les ramener à leur voiture. Donc on voit qu'on a toutes sortes d'irritants qui peuvent être des freins à la fréquentation des points de vente. Alors à côté de ça, moi j'ai une question. On parle de fluidité. Tous les consultants vous parlent de fluidité. Question. À force d'être fluide, n'avez-vous pas peur de devenir liquide?
Oui, on est dans une fluidification et tous les discours sont là-dessus. Et si on est fluide, on est sans saveur. Et évidemment, il n'y a plus de mémorisation de marque, il n'y a plus d'attachement à la marque. Et donc mon discours aussi, et il y a un article dans le Journal of Marketing qui est sorti en 2020, qui va dans ce sens. Aujourd'hui, on est aussi dans la logique de mettez des grumeaux dans l'expérience client. Mettez des grumeaux dans l'expérience client, je peux vous proposer 2 mousses au chocolat. Une mousse au chocolat industrielle qui est extrêmement fluide sans grumeaux, que vous oublierez immédiatement, et une mousse au chocolat à la main que j'aurai fait pour vous, où il restera 1 ou 2 grumeaux dont vous vous souviendrez. Donc ça veut dire qu'au-delà de la fluidification, il faut proposer autre chose. Alors mettre des grumeaux fait que l'on se souviendra de votre entreprise. Alors quel grumeau, c'est véritablement la problématique d'aujourd'hui. Il va falloir créer de l'émotion, on l'a déjà dit. Il va falloir créer de l'authenticité. Il va falloir créer de la surprise. Il faut savoir que depuis que l'on est dans le monde digital, on est dans un monde hyper aseptisé, où tout est prévisible, et donc il va falloir remettre de l'imprévisible. Je vais vous donner un exemple tout simple. Je vais prendre une marque, Lidl, avec son lot de produits au milieu du magasin où on ne sait jamais ce auquel on va s'attendre. Génère de la surprise, génère de l'émotion. On a aujourd'hui du shop-in-shop avec des produits d'occasion sur certaines marques qui fonctionnent extrêmement bien avec de la satisfaction client et des taux de conversion qui sont très intéressants. Donc on va remettre des grumeaux. Et l'un des grumeaux qui fonctionne le mieux, et je ne devrais pas l'appeler comme ça, c'est l'humain. Alors effectivement, ça fait 20 ans qu'on a les yeux rivés sur le digital, on ne pense qu'à ça, on ne parle que de ça. L'humain est un élément clé qui revient au centre de la scène et c'est l'élément qui est différenciant. Il y a une recherche qui a montré que quand on demande aux gens qui sortent du magasin ce dont ils se souviennent, on leur répond l'interaction avec la conseillère de vente ou le conseiller de vente. Quand on leur repose la question 3 mois plus tard, qu'est-ce que vous vous souvenez de ce point de vente? On leur redit la même chose. C'est-à-dire qu'au-delà de la théâtralisation, au-delà de la mise en scène, ce dont on se souvient en positif ou en négatif, c'est l'interaction. Et c'est donc comme ça qu'on crée le souvenir d'une marque à travers l'interaction humaine. Alors on travaille beaucoup, nous, sur ces sujets du retour du vendeur au sein de l'espace, que ce soit offline ou online, parce que là aussi l'humain apparaît de plus en plus souvent online avec des taux de conversion très intéressants. L'humain, oui, mais pour faire quoi? Il va falloir réinventer la posture du vendeur aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui le vendeur continue à avoir des postures, des attitudes et des méthodes qui étaient utilisées avant l'arrivée d'Internet, ça ne fonctionne plus. Donc réinventer le métier de vendeur, réinventer des postures. Là, j'en ai mis une qui est extrêmement intéressante, c'est on passe de la vente en face à face à la vente en côte à côte. Qui peut-être, si elle est bien faite au bon moment avec le bon client, parce qu'on ne navigue pas avec n'importe qui, n'importe comment, générateur de complicité, de connivence, et qui fonctionne très bien. Ça veut dire que là, on a équipé les vendeurs, on est dans une logique de symétrie des attentions, où on se dit, on va aussi avoir des technologies qui vont être destinées aux vendeurs pour que le vendeur puisse proposer autre chose à son client. Alors, donc ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a des implications de 2 types. D'un côté, vous avez des expériences qu'il va falloir fluidifier. Quelles expériences, c'est à vous d'identifier, des expériences que vous allez fluidifier ou des parties de parcours. Donc on est, jusqu'à présent on avait une vision globale de l'expérience client, il faut tout fluidifier, c'est non, il y a des parties de parcours qu'il va falloir fluidifier et pas. Et dans d'autres, on va être effectivement sur la nécessité de rajouter des grumeaux et se dire à quel moment du parcours client on va créer de la mémorisation et créer une expérience agréable et mémorable. Et donc l'enjeu demain, ce sera celui-là. Comment travailler et améliorer l'expérience client avec l'innovation? Alors, évidemment, je repars en arrière, pardonnez-moi. Comment travailler et améliorer l'expérience client avec l'innovation? Oui, vous vous dites, on va avoir un certain nombre d'innovations qui vont être proposées. Comment on peut travailler et évaluer une innovation? Alors, bien sûr, on va revenir sur le concept d'expérience. Le concept d'expérience comporte plusieurs dimensions et on va essayer de voir pour chaque innovation comment cette innovation impacte chacune des dimensions de l'expérience client. Positivement,
ou négativement. Je vais prendre un élément et une des composantes de l'expérience client. Ici, ça sera la dimension, ce qu'on appelle la dimension praxéologique de l'expérience client. C'est l'impression du client d'être pilote de sa propre action. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que quand on met à disposition des clients où le client a l'impression d'être maître de sa propre action, de reprendre du pouvoir, ça peut être un élément extrêmement positif dans l'expérience vécue. On est en train de faire des études pour voir quel est l'impact d'une prise de commande sur borne, ce qu'on appelle le phygital, à la place d'une prise de commande au comptoir chez McDo. Donc pourquoi vous avez tous connu finalement McDo avec une prise de commande au comptoir et maintenant on l'a sur borne? Eh bien, de manière assez étonnante, le fait que le consommateur puisse reprendre le pouvoir, puisse prendre du temps dans le choix des produits, améliore très sensiblement son expérience client. Bien évidemment, ça dépendra des profils et ça dépendra de l'expérience et l'habitude du consommateur avec McDo. On peut se poser la question sur une autre composante de l'expérience client. Quelle est ce qu'on appelle la composante rhétorique de l'expérience client? C'est l'histoire que le client va se raconter de ce qu'il a vécu. On se raconte des histoires tout le temps, et donc comment l'innovation pourra, si elle n'est pas dans une logique de fluidification mais de sublimation, ajouter un élément dans l'expérience, dans l'histoire qu'il va se raconter, et ça va enrichir votre capital marque. On va se souvenir de vous à travers ça. Alors, je ne sais pas du tout quel timing il me reste en fait, parce que ça a démarré un peu en retard. 2 minutes, parfait. Donc pour aller plus loin, j'aimerais aller plus loin. Moi, je travaille beaucoup sur tout ce qui est omnicanal, donc expérience omnicanal. Bien évidemment, l'objectif aujourd'hui, c'est d'une part de réfléchir expérience offline, expérience online, mais expérience omnicanal. Vous devez avoir une expérience omnicanal qui soit à la fois fluide, mais y mettre également des grumeaux là où c'est important. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai échangé avec une start-up qui s'appelle Keeply, qui vend du matelas. C'est une DNVB, et bien de manière assez étonnante, David me racontait qu'en réalité, il réinventait quelque part l'expérience client avec l'humain. Pourquoi ? Tout simplement, au départ, le client va commencer son parcours de navigation sur le site de Keeply. Il va être mis en interaction avec des vendeurs qui vont lui répondre directement par téléphone. Et puis, il décide, évidemment, un matelas, c'est quand même un achat important, de se déplacer en boutique le samedi pour voir le produit, l'essayer. Et là, surprise, il retrouve le vendeur qui leur avait répondu au téléphone. Inutile de vous dire que tant le client que le vendeur sont contents de se rencontrer en vrai et que ça génère des taux de conversion qui sont extrêmement élevés. Donc, on voit bien que l'omnicanalité est un élément clé du parcours client. Et pour finir, parce qu'il doit me rester 30 secondes, moi, de plus en plus, je pense qu'il faut vraiment réfléchir human-centric et non plus customer-centric. Il faut arrêter de penser l'individu comme un consommateur, parce que sinon, on est dans une logique de dépoussiérage des points de contact et beaucoup plus dans une logique globale. Comment je vais pouvoir rendre service au client sur un parcours de vie? Donc, j'avais écrit un billet d'humeur sur LinkedIn il y a quelques années qui est sur ce sujet. Et en fait, je pense que c'est plus que jamais d'actualité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Régine. Restez ici 2 petites minutes. Peut-être qu'il y a des questions qui sont posées, soit dans l'assistance, soit en ligne. Il y en a une sur le consommateur. Le consommateur a donc changé. Oui, c'est moi qui ai fait la question. Le consommateur a changé, il est plus impatient. Hein, c'est ce qu'on constate. Et on pourrait même donner ce qualificatif aux millennials peut-être. Est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui de génération entre les consommateurs d'avant et les nouveaux consommateurs ? Oui, je pense qu'il y a une différence effectivement d'impatience chez les jeunes consommateurs. Il y a une différence d'impatience, mais de manière assez étonnante, c'est eux qui donnent le rythme. C'est-à-dire qu'ils peuvent, on sait que les millennials voudraient que Amazon implante un point de vente, donc on voit que les points de vente pour eux c'est important. Il existe des différences, mais je pense que ça dépend aussi des catégories de produits, ça dépend des parcours, et surtout c'est eux qui sont pilotes
de leur propre expérience. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se laisser imposer le rythme par d'autres. Bien sûr, s'ils sont online, on va être sur de l'ultra-rapidité, de l'ultra-fluidité, mais ils peuvent très bien se déplacer effectivement pour rechercher autre chose quand ils vont dans les magasins. Ils vont aller dans les friperies, ils vont prendre leur temps. Donc les choses sont aussi, selon les catégories de produits, selon leur humeur, ce qu'on observe aussi pour tous les consommateurs, mais ce n'est pas aussi simple que ça. La dichotomie n'est pas aussi forte que ça. Ok. Est-ce qu'on a des questions peut-être aussi dans le public sur cette intervention? Peut-être une dernière sur la réinvention du vendeur. C'est finalement clé dans la présentation que vous nous avez faite. Alors le vendeur, je peux vous en parler des heures, puisque j'ai fait énormément de visites mystères d'entretien vendeur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si le métier de vendeur n'est pas réinventé, on irrite le client, on l'énerve, on l'exaspère, on déconstruit le client. Et l'enjeu majeur dans ces prochaines années, après avoir eu les yeux rivés sur le digital, comme je le disais tout à l'heure, c'est de retravailler le vendeur. Les techniques ont été inventées, commerciales. Vous vous souvenez tous des techniques qu'on a eues en université, elles ont été inventées avant l'arrivée d'Internet. Depuis, on continue à utiliser ces techniques qui ne fonctionnent absolument plus. Moi, j'ai vu des gens énervés face aux vendeurs. Et vous-même, vous avez été énervé face aux vendeurs. Donc, il faut réinventer le parcours des vendeurs pour qu'ils soient en phase avec le parcours des clients. Parce que les clients, c'est important pour eux, le vendeur, et ça remonte de tous les entretiens que l'on a. Et le vendeur, il y a une partie en ligne qui est aussi compliquée à gérer désormais. Alors le vendeur, une partie en ligne, alors on va prendre des pure players comme Mano Mano. On sait très bien que Mano Mano va vous parler d'humain. C'est un pure player, ça peut paraître étonnant, parce que Mano Mano, quand on n'est pas bricoleur, Sébastien, on va effectivement être mis en relation avec un artisan qui va vous expliquer comment faire. Cet artisan, il est peut-être au fin fond de l'Ardèche, c'est peut-être un retraité, et il y a une fidélité qui se fait à l'artisan, qui fait qu'on est fidèle à Mano Mano, et ça entraîne une augmentation du panier d'achat. Donc augmentation du panier d'achat parce qu'on met de l'humain, on va avoir confiance, et on est fidèle à l'artisan du fin fond de l'Ardèche, parce qu'on trouve que vraiment les conseils qu'ils nous ont donnés sont extra. Donc de manière peut-être étonnante, le vendeur vient sur des points de contact digitaux. Je vous rappelle que pendant le premier confinement, Fnac Darty a proposé à certains conseillers, donc il leur proposait, il n'a pas imposé, d'être actifs sur le site internet, et ça a généré des retours clients excellents et des retours vendeurs excellents. En fait, on réinvente le commerce d'un client qui est reconnu par ce vendeur parce qu'il le rencontre lors de différents touchpoints, et ça crée de l'épaisseur dans la relation. Merci beaucoup Régine, merci pour votre intervention. Merci. C'est maintenant Julie Devinant de FanVoice qui va nous expliquer comment on transforme ce client en partenaire, comment on réinvente l'expérience. Je pense qu'il y a un micro à changer peut-être ? Non ? Ok. Eh bien, parfait, merci. Et la petite zapette. La petite zapette, voilà. Ne l'oublions pas. Bonjour à toutes et à tous, en présentiel, en distanciel. Alors, si je zappe, parfait. Alors forcément, je ne pensais pas faire cette introduction, mais je vais la faire puisque notre tagline qui est « Customer as a partner », je vais la changer de suite. Et je vais vous dire « Human as a partner ». Et vous allez voir justement comment ça peut s'incarner et comment on peut faire résonner des problématiques de consommation et des problématiques humaines et émotionnelles. Le monde dont je vais vous parler, c'est le monde d'aujourd'hui. Donc je dis aujourd'hui parce que finalement, ce qu'on est en train de vivre ce matin, ça reflète bien des changements. Est-ce que c'est un changement radical ? Mais certains sont à distance, d'autres sont ici, certains écoutent, d'autres n'écoutent pas, certains ont envie, d'autres n'ont pas envie. Bref, on est tous dans un état différent, on est tous plus ou moins concernés, plus ou moins, et ça crée effectivement quelque chose de difficile. Une proximité que l'on doit redéfinir et des enjeux nouveaux. Quelques chiffres également pour entamer mon exposé. 64% des consommateurs estiment que les marques n'ont pas convaincu pendant la crise. Donc,
on ne peut pas parler de crise de confiance, mais on sent qu'il y a des attentes qui sont tout à fait différentes et un besoin aujourd'hui d'être dans une expérience renouvelée. Et puis 64% des consommateurs également, des Français, qui demandent que les marques les écoutent davantage, leurs besoins réels et prennent en compte leurs retours et avis. Donc là, on est vraiment dans quelque chose, c'est une lame de fond, hein, cette attente-là, qui est ce besoin des consommateurs de s'exprimer, quand on a un avis sur tout, on peut noter. Voilà, une expérience, elle est plus top-down aujourd'hui, on la partage ensuite et on est donc dans une dimension beaucoup plus conversationnelle aussi avec les marques. Donc, fort de ce constat, il y a des solutions, bien heureusement, et notamment des solutions comme la solution FanVoice dont je vais vous parler ce matin. Alors FanVoice, je vais en dire 2 mots et après je vais vous montrer des exemples concrets pour que ce soit beaucoup plus parlant. On est une plateforme digitale, donc un site internet qui a été pensé pour faire du marketing et de l'innovation participative à grande échelle. Ce que ça veut dire, et c'était il y a maintenant 6 ans quand FanVoice est né, le postulat de départ, c'était de dire il faut aujourd'hui, et d'autant plus hier et demain, inclure à grande échelle tous les individus, toutes les parties prenantes, et c'est comme ça qu'on les appelle, de l'écosystème d'une marque, des consommateurs, des citoyens, hein, parce que le conso-citoyen aujourd'hui c'est les 2 facettes d'une même pièce, les collaborateurs, les experts, bref, toutes les personnes qui potentiellement ont un sujet sur une marque et sur ses produits et ses services, de les engager, de les faire interagir, d'être vraiment dans cette dynamique conversationnelle sur le temps long et à grande échelle, donc avec un maximum de personnes, pour en tirer des conclusions et des bénéfices. Et vous allez voir, je vais vous parler de ROI, puisqu'on est vraiment dans une démarche qui est tout à fait héroïste. Concrètement, comment est-ce que ça a pu s'appliquer ? Je vous disais que j'allais vous parler du monde d'hier, du monde d'aujourd'hui et du monde de demain. J'ai voulu m'appuyer sur des exemples relativement récents et qui, je pense, feront peut-être écho à certaines choses que nous avons pu vivre récemment. On travaille notamment avec l'entreprise EDF sur une plateforme qui s'appelle EDF Pulse & You. Et pendant le premier confinement, pris au dépourvu que nous étions tous, c'est une plateforme qui aujourd'hui a quasi 10 000 participants, donc 10 000 clients et pas que, encore une fois, hein, ce sont des individus intéressés à la marque EDF qui ont envie d'entrer en relation avec elle. Et on était face à un constat qui était de se dire, bon, on potentiellement va perdre le contact avec une partie des clients. On a besoin en même temps de prendre le pouls émotionnel de la situation. Et donc a été mis en ligne ce projet sur « Et vous, l'après-confinement, vous l'envisagez comment ?» Donc on travaillait vraiment sur le ressenti initial, sur de la projection, et toujours pareil aussi sur le rôle des entreprises comme EDF dans ce nouveau deal, d'une certaine façon. On ne savait pas exactement ce qu'allait se passer. Est-ce qu'on allait confiner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois? On ne savait pas la crise, quelle ampleur elle allait prendre. Donc on était sur un pouls véritablement à chaud. Et donc c'est ce qu'on appelle un appel à idées qui s'est passé sur la plateforme. Qui a duré 3 mois, qui a duré que 2 mois, celui-là, évidemment, on n'allait pas le faire durer trop longtemps. Et on a récolté 1401 propositions, donc 1401 réactions à chaud sur la base de quelques thématiques qu'on proposait à la réflexion. Ce qui a permis de comprendre un état d'esprit, ce qui a permis de comprendre des enjeux, ce qui a permis notamment, et je ne vais pas me concentrer que sur cet exemple, mais de comprendre toute la nouvelle relation à son foyer de chacun, puisque chacun s'est rendu compte à un moment que chez soi c'était cool, mais parfois que c'était très petit, parfois c'était pas bien organisé pour y rester longtemps, qu'il fallait peut-être envisager des espaces, et donc il y a vraiment la relation à son chez-soi qui était centrale, comme vous pouvez l'imaginer dans cette conversation, mais avec le rôle potentiellement d'un énergéticien qui notamment propose aujourd'hui des travaux, grâce à sa marque qui s'appelle EDF, qui permet de se dire, ok, il y a un besoin, il y a des attentes qui sont peut-être pas aujourd'hui comblées, et comment est-ce qu'on va pouvoir y répondre à travers de nouvelles propositions de valeur. Une autre entreprise qui utilise sa plateforme qui s'appelle l'Open Lab by Renault s'est aussi posé la question du rôle de la voiture, de la mobilité également, à une période où d'un coup d'un seul, on ne pouvait plus monter dans sa voiture, d'un coup d'un seul, avec la lame de fond aussi de la mobilité douce, donc ça challenge beaucoup, comme vous pouvez l'imaginer, le rôle d'un constructeur. Et donc il y a eu ce projet également qui a été mené en ligne pendant plusieurs mois sur qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que cette crise sanitaire a changé pour vous d'un point de vue mobilité, au prisme
qu'avez-vous changé dans vos habitudes, comment vous imaginez demain vous déplacer. Donc tous les enjeux finalement qui redéfinissent la relation de chacun à la mobilité, notamment à sa voiture, qui ont permis de récolter 630 propositions. Alors quand je dis des propositions, c'est pas 2 lignes, hein. C'est parfois des pavés de personnes qui ont envie, encore une fois, de s'impliquer et de partager leur retour d'expérience. Évidemment, ces enseignements sont analysés, je vous expliquerai dans un instant quelle forme ça peut prendre. La Massif, et c'est aussi un type d'exercice qu'on peut faire dans ces démarches participatives, c'est poser la question de la mission même de son entreprise, encore une fois dans cet aujourd'hui et dans le futur qu'on essaye tous de projeter aujourd'hui en regardant dans nos boules de cristal. Donc l'idée, c'était un appel à idées, tout ce que l'on pourrait faire de plus pour vous. Donc de comprendre, encore une fois, la relation des individus, des clients de l'entreprise, à son chez-soi, à sa santé, à la santé de son entourage, à sa mobilité. Donc encore tout ce qui définit potentiellement le territoire sur lequel aujourd'hui intervient l'entreprise, pour réfléchir et pour voir s'il y a des choses qui manquent, s'il y a des choses qui créent des frustrations, au contraire, s'il y a des choses très heureuses qu'on n'avait pas imaginées. 1255 propositions ont été récoltées, donc là on était sur quelque chose d'assez massif, hein, en termes de, sans faire de mauvais jeu de mots, en termes d'enseignement, qui permet d'avoir, encore une fois, un deep dive dans cet instantané communautaire. Là je vous présente des projets qui sont short terme, qui sont sur le court terme, mais ces démarches participatives, elles s'inscrivent tout au long potentiellement d'une année, voire de plusieurs années. EDF Pulse & New, ça dure depuis 5 ans maintenant, donc ça fait 5 ans qu'il y a tous les mois des nouveaux projets qui sont proposés à la réflexion des participants. Et c'est comme ça que vous créez cette proximité et cette durabilité. Un autre exemple, et puis j'en resterai là sur les exemples, Via Santé, la mutuelle d'AG2R, qui également, pendant cette période tout à fait singulière, s'est appuyée sur sa communauté pour lui proposer simplement de rester en contact, mais non pas rester en contact à travers des mails « Bonjour, on pense à vous », etc., à travers un exercice participatif, comment vous vous organisez au quotidien, quels sont vos moments de détente dans ces fameux confinements, déconfinements, comment est-ce qu'on se détendait si on arrive à se détendre, des initiatives solidaires, votre mutuelle dans tout ça. Donc encore une fois, travailler le métier d'une certaine façon de l'entreprise et tout ce qu'on peut avoir en périphérie. 250 témoignages récoltés sur ce projet, avec alors il y a la dernière ligne qui pointe du doigt la gamification, parce que je vous en ai pas parlé. Sur notre plateforme, sur la plateforme FanVoice, vous avez un système de points à la participation pour créer une émulation qui fait que quand je viens m'exprimer, je gagne des points, j'ai un leaderboard, et ça peut déclencher ou pas, d'ailleurs, ça c'est la marque qui met en place sa propre stratégie, le gain de dotation pour certaines personnes qui sont particulièrement impliquées et pertinentes sur le sujet. Et ici, ce qu'avait décidé de faire la marque Via Santé, c'était de transformer l'ensemble des points gagnés par qui ont été cumulés par la communauté, reversés à la Fondation de France. Donc il y avait aussi tout un engagement, quelque chose de très vertueux, de parler d'un sujet évidemment très émotionnel. C'est pour ça que on parle bien d'humain ici, et par ailleurs de consommateurs, mais dans cette idée de bien commun également, qui permet d'avoir des conversations constructives et bienveillantes. Ce dont je vous parle là, je pourrais vous faire d'autres exemples, vous parlez d'Ikea à la Madeleine, vous parlez de Decathlon, vous parlez, bref, si ça vous intéresse, je le ferai avec plaisir par la suite. Mais ce qui est intéressant, je pense, dans ce que je viens de vous présenter, c'est qu'on voit à quel point on redéfinit les différentes facettes de ce qu'on appelle la proximité. C'est quelque chose qui est assez intéressant. On n'est pas dans une proximité monolithique. On a besoin aujourd'hui, dans sa relation à ses consommateurs humains, de travailler de la proximité relationnelle, évidemment, de la proximité d'accès, de la proximité au prisme de l'identité, les valeurs que l'on partage, au prisme de la société, de l'engagement d'une entreprise dans la société et dans les enjeux de société et également de RSE, la proximité d'usage, évidemment, parce que beaucoup de projets de co-création sont liés à la prise en main des produits et des services dans le quotidien, et puis de la proximité qu'on appelle reptilienne, qui est autour de la réassurance, la transparence. Et des exercices comme ceux que je viens de vous montrer, finalement, adressent ces différentes formes de proximité, permettent de garder le contact, de travailler à la fois des thématiques très larges, des appels à idées sur et demain à quoi le monde pourrait ressembler, et en même temps d'aller travailler sur des verticales très particulières,
produits, services, de prise en main, puisque Renault, par exemple, a travaillé aussi avec sa communauté sur comment est-ce qu'on peut passer le temps en voiture et quel type d'application peut aider à passer de meilleurs voyages. Donc vraiment travailler sur de la valeur ajoutée et du contenu qui pourrait être partagé par une entreprise comme Renault en l'occurrence. J'ai dit le mot ROI tout à l'heure et je ne vous mentais pas. Alors cette slide-là, elle est importante pour moi parce qu'il y a deux choses. Il y a les chiffres sur lesquels je vais arriver dans un instant, mais je vais simplement vous dire qu'on a une fonctionnalité en natif sur notre plateforme qui est une intelligence artificielle sémantique, qui permet, quand vous avez 1255 idées, commentaires, voilà, parfois des milliers de propositions, d'en faire une cartographie quasi instantanée. Je vous mentirais si je vous dis que ça vous met tout de suite le plan opérationnel à 3 ans, est-ce que vous devez faire. Évidemment, il y a du travail d'analyste qui doit être fait derrière, mais qui vous permet à travers tous les mots, les idées et les émotions aussi qui ont été partagées à travers ces mots, d'identifier des attentes communes, d'identifier des irritants, d'identifier ce qu'on appelle des idées excentrées dans ces corpus. Et ces idées excentrées, elles sont très intéressantes parce qu'en général, elles portent ce qu'on appelle des innovations de rupture en elles. Donc, c'est tous ces exercices de conversation, c'est une sorte de social listening plus, mais un social listening qui est guidé parce qu'on le fait au prisme d'une thématique. Et vous voyez, une plateforme telle que FanVoice est issue de notre baromètre client de l'année dernière, donc sur une année encore une fois qui reste évidemment une année compliquée. Pour 99%, c'est une meilleure compréhension des attentes des clients. Pour 89%, plus d'idées, de meilleures idées, de l'augmentation de la fidélité client. Quand on le fait avec des collaborateurs, parce qu'on peut aussi le faire avec des collaborateurs, c'est des collaborateurs mieux sensibilisés aux besoins clients. Là, on fait la boucle, et là, on parlait de la symétrie des attentions il n'y a pas si longtemps que ça. Et une accélération du time to market, qui est quand même évidemment un bénéfice et un enjeu concret des entreprises aujourd'hui et demain. Mon temps s'est écoulé, j'en ai fini. Tout à fait. Merci beaucoup, Julie, pour cette intervention. On a des questions suite à ce que vous nous avez dit. D'abord, très joli jeu de mots, massif pour la massif. C'était improvisé. Oui. Alors, j'ai une question. Comment savoir que le volume d'avis est suffisant pour la solution ? Très, très bonne question. Et la question est très bien posée, puisque la question qui est posée, c'est le volume d'avis. Et c'est bien l'indicateur qu'il faut regarder quand on est sur ces démarches participatives digitales. Si la question m'avait été posée, à partir de combien de personnes on pense que c'est une démarche qui est intéressante, j'aurais répondu, c'est pas sous ce prisme-là qu'il faut le regarder. À partir de 350-400 feedbacks, on estime, et notre intelligence artificielle pourra travailler sur un corpus suffisamment gros pour pouvoir mapper et faire des pourcentages qui font sens et que l'on peut analyser. Donc voilà, je vous dirais 350-400 feedbacks pour pouvoir ensuite déclencher l'analyse sémantique. Après, quand on est sur des corpus plus petits, on fait une analyse qualitative, somme toute classique, qui fonctionne aussi très bien. Et quels sont les leviers principaux d'implication des clients ? Alors, les leviers principaux d'implication. Il y en a un premier qui me semble évident, mais que j'aime bien rappeler, c'est l'affinité des participants à la marque. Toutes ces personnes qui viennent sur ces plateformes, qui sont brandées, vous avez vu, à chaque fois vous avez les logos, elles le font parce qu'elles ont été invitées par une marque qu'elles connaissent, qu'elles consomment, à venir s'exprimer sur un sujet d'actualité. Donc s'il n'y a pas d'affinité, et d'ailleurs dans ces démarches communautaires, je ne vais pas commencer à faire des débats parce que je vais faire naître une deuxième question, mais on cherche avant tout des personnes qui ont envie d'être dans du constructif, c'est de la co-construction. Donc ceux qui sont particulièrement en colère ou ceux qui ont des problématiques type SAV, en général, s'ils arrivent sur ce type de projet, on les prend, on leur dit alors c'est pas le bon endroit pour ce type d'exercice et venez, on va aller en discuter à côté pour que la co-construction puisse se faire. Donc l'affinité à la marque, c'est le premier levier. Ensuite, je vous le disais, il y a de la gamification sur la plateforme. Donc il y a ce système de points, il y a ce système de rencontres aussi, puisque ce sont des gens qui s'expriment sous le pseudonyme, alors je le précise, on choisit un pseudonyme, donc soit je m'appelle Julie Devinant, ou je m'appelle Julie Paris si j'ai envie, ou etc. Donc ça permet de libérer la parole, alors l'expression est galvaudée, mais il y a cette idée-là de s'exprimer, de participer à quelque chose de nouveau aussi, puisqu'on est sur du full digital, je peux le faire quand je veux, où je veux, via mon mobile, via mon ordinateur, etc. Et ce qu'on voit sur les démarches qui sont pérennes, et c'est donc le troisième bénéfice, c'est l'idée de vraiment rencontrer des vrais gens dans le digital,
qui viennent partager des expériences hyper concrètes du quotidien. Quand on parle de sa voiture et de comment j'utilise ma voiture, on a Roger 33 qui dit moi c'est compliqué, puis on a Patrick qui dit etc. Puis après on a Régine qui vient etc. Et donc il y a cet élan communautaire et cet être ensemble en fait. Et donc cette proximité digitale qui a un vrai bénéfice, un levier de participation. Et la crise a tellement bousculé les marques, j'imagine qu'elles étaient en demande de cette proximité avec leurs clients. Alors, il est évident qu'il y a cette demande de proximité qui, dans un premier temps, était traduite quand on a échangé avec ces entreprises pendant les différents confinements. C'est surtout comment je fais pour ne pas perdre le contact. Qu'on peut traduire par cette idée de proximité, mais c'était surtout, j'ai envie d'avoir un contact riche, pertinent, et pas uniquement, comme je disais tout à l'heure, envoyer des emails pour dire on est là, on pense à vous, ça va aller, d'être dans une sorte de reverse relationship où l'idée c'était de dire et vous allez comment, et vous ressentez quoi, et etc. Et en général, les personnes qui viennent participer, ces clients, ces consommateurs, ces citoyens, le vivent assez bien parce qu'il y a peut-être un effet quasi thérapeutique, ça me vient à l'esprit là en discutant, de pouvoir à un moment aussi prendre un tout petit peu de recul, écrire noir sur blanc, avec ses propres mots, avec son émotion, quelque chose que l'on vit et qu'on a envie de partager à la fois avec une marque et avec une communauté. Merci beaucoup Julie pour ton intervention. On va passer à la prochaine présentation. C'est Miam. Alexis, je t'en prie. Bonjour à tous, je vous remercie d'être là. Donc, je suis Alexis Tonnoir, le cofondateur et CTO de Miam. Donc, Miam, c'est une startup tech spécialiste de l'intelligence artificielle. Donc, on est une startup de 7 personnes à temps plein basée à Lille. Et notre mission, ça va être d'améliorer l'expérience des courses en ligne. Et au passage, on va augmenter le panier moyen chez les enseignes. Donc, il faut savoir que l'expérience des courses en ligne, c'est une expérience qui n'a pas vraiment bougé depuis environ 15 ans. Les enseignes ont 2 problématiques majeures. Donc, ça va être d'une part la rentabilité, parce que les enseignes, finalement, la plupart vont exercer des prix qui sont les mêmes qu'en magasin, sauf qu'ils offrent un service en plus. Donc, ils vont par exemple préparer votre panier ou parfois même l'acheminer chez vous. La deuxième problématique, c'est une problématique de fidélisation. Concrètement, quand vous allez dans un magasin en vrai, vous allez chez le magasin qui est près de chez vous, par exemple, celui qui est pratique. Seulement, quand vous êtes en ligne, il n'y a rien de plus facile que de changer d'un drive à un autre. Donc, Miam va répondre à ces problématiques. D'une part, comme j'ai dit, en augmentant le panier moyen, donc une meilleure rentabilité, et d'autre part, en renforçant l'expérience client que va avoir donc le client et son enseigne, avec de la personnalisation, un espace personnel. Pour le client, on l'a dit tout à l'heure, souvent faire les courses, c'est une corvée. On n'aime pas vraiment, c'est pas notre passe-temps favori. On va manquer d'idées pour faire les repas. On va prendre du temps. Donc généralement, les courses en ligne, ça prend 40 minutes à faire. C'est du temps de perdu. On va considérer comme perdu. Donc Miam va venir inspirer les clients et va venir simplifier leurs courses. Comment on fait ça ? On a développé un algorithme d'intelligence artificielle qui va permettre de suggérer la bonne recette au bon moment, au bon utilisateur lors de son parcours client. Le petit côté magique, c'est que si la recette vous plaît, en un clic, vous ajoutez tous les produits à votre panier. Cette solution est développée en marque blanche sur l'enseigne, c'est-à-dire que vous êtes sur l'enseigne, vous ne voyez jamais de logo Miam, vous ne voyez pas la marque Miam. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas de nouvelle application à prendre en main. Vous êtes sur le site de courses en ligne comme d'habitude, vous faites courses comme d'habitude, on vient vraiment améliorer l'expérience existante. Comment ça se présente ? Donc là, vous voyez finalement la suggestion de recettes contextualisées dans votre parcours. Donc vous vous baladez dans le rayon, vous voyez des produits avec des avocats, des échalotes. Miam vous connaît, il sait que par exemple vous aimez aussi les fruits de mer, il va vous proposer une recette de verrine, d'avocat et de crevettes que vous êtes susceptible d'apprécier. Si vous l'aimez, vous cliquez, tous les produits sont ajoutés à votre panier. Donc là aussi, Miam vous connaît, donc il vous propose les produits que vous avez l'habitude d'acheter. Bien entendu, si Miam ne vous connaît pas encore ou si vous avez envie de changer d'article, vous pouvez le faire, vous pouvez ajuster les quantités parce que vous adorez l'avocat, vous voulez un peu plus d'avocat dans votre verrine. Vous pouvez tout customiser. Une deuxième partie, ça va être le catalogue de recettes interactif.
Donc là, vous êtes plus dans une optique d'aller chercher des recettes, vous voulez de l'inspiration, donc vous allez dans la partie recettes, vous avez un catalogue avec différentes parties, donc des recettes qu'on va vous suggérer par semaine, des plats, des entrées. On peut customiser tout ça, mettre des parties spécifiques. Par exemple, en ce moment, Cora fait une opération Pixar, donc on va mettre une catégorie avec des recettes qui sont brandées. C'est interactif parce que vous pouvez regarder ces recettes, bien sûr, aller dans les différentes sections, mais vous pouvez aussi ajouter les recettes qui vous plaisent dans vos favoris pour les retrouver plus tard, les recettes que vous savez que vous allez faire régulièrement. Et récemment, vous pouvez aussi ajouter vos recettes personnelles. C'est-à-dire que votre recette préférée de tarte aux pommes de votre grand-mère que vous adorez, vous pouvez la créer sur votre espace personnel, la retrouver plus tard, et comme toutes les autres recettes Miam, vous l'ajoutez au panier en un clic aussi. Le troisième volet sont des recettes sponsorisées non intrusives. Donc, il y a une problématique des industriels, c'est de réussir à se mettre en valeur, à réussir à être visible. Généralement, ça passe par de la publicité. La publicité, souvent, c'est irritant pour le client. On n'aime pas forcément avoir de la publicité. On a parfois des sites qui se transforment en sapin de Noël avec des publicités qui clignotent un petit peu partout. C'est pas vraiment appréciable pour le consommateur. Nous, ce qu'on va proposer, c'est de mettre en valeur des recettes. Donc, on va ajouter un petit logo de la marque sur la recette. Quand on regarde le détail, on a aussi une petite partie où on va pouvoir aller sur un contenu additionnel. Donc, c'est-à-dire un contenu proposé par la marque où ils vont par exemple proposer un procédé de fabrication, expliquer un peu ce que fait la marque. C'est faire leur storytelling finalement. C'est un contenu qui est qualitatif, donc les enseignes ont souvent beaucoup de recettes qui sont très bien faites avec des jolis visuels. Ils vont pouvoir les mettre en valeur. Ça va s'insérer dans le parcours client de façon fluide, apporter de la visibilité à la marque sans être intrusif. Donc, comme partenaire, on a démarré avec les magasins Match qui nous ont fait confiance les premiers. On a été déployé sur Cora en février, c'est-à-dire que depuis février, c'est 30 000 utilisateurs Cora qui peuvent utiliser la solution Miam. En juillet, on a été live sur Course U, donc le site en ligne des systèmes U, dans 50 points de vente. Pourquoi ils nous utilisent ? Tout simplement parce que ça marche. Donc là, ce sont des statistiques qu'on a observées sur les 3 premiers mois d'utilisation chez Cora. Il y a 1800 commandes qui ont été passées avec des recettes. Sur ces commandes, on a observé une augmentation du panier moyen de 40%. C'est-à-dire que concrètement, la solution s'est payée d'elle-même, elle a dégagé du chiffre d'affaires pour la marque, pour l'enseigne. Donc modèle, il y a une partie SaaS. Donc ça va être vis-à-vis de l'enseigne qui va utiliser la solution Miam. On fait des contrats de 2 ans. En fait, on ne prend pas de commission au panier. C'est un modèle où la marque va pouvoir prédire le coût de Miam. En fait, tout simplement, on n'a pas de commission au panier qui vont directement impacter la marge nette. Bien sûr, on suit des KPI, on suit des statistiques pour montrer que la solution Miam fonctionne et rapporte du chiffre d'affaires. Pour la partie des recettes sponsorisées, c'est un modèle de régie publicitaire, c'est-à-dire qu'un industriel a envie de faire une campagne ponctuelle, donc ils vont payer pour cette campagne et on va partager les coûts avec l'enseigne. Enfin, les revenus plutôt. Donc, comment on met en place Miam ? C'est assez facile en fait, il n'y a pas de développement spécifique pour l'enseigne. Donc tout ce que vous avez vu, les composants, les recettes, tout est packagé dans des scripts Miam qui vont simplement être insérés sur le site. C'est-à-dire que le site de l'enseigne a qu'à mettre une petite balise avec nos scripts et c'est terminé, Miam est disponible sur l'enseigne. Donc finalement, les enseignes qui ont souvent des équipes tech qui sont chargées, qui n'ont pas forcément de temps, là il y a une mise en production sur les enseignes de 2 à 3 semaines, vraiment très facile. Concrètement, entre le moment où on a signé avec Coursu et le moment où on a été live, il s'est passé 2 semaines. Vraiment une réduction des coûts, une mise en place simplissime. Donc avant de passer aux questions, comme il nous reste un petit peu de temps, je vous propose, normalement, il y a une petite vidéo pour voir vraiment, voilà, c'est possible de passer la petite vidéo, on va voir le parcours concrètement, comment ça se présente sur le site de Cora. Voilà, donc ici, on est dans l'expérience qu'on a vue tout à l'heure avec la suggestion de recettes dans le parcours. Donc, je peux bien sûr voir le détail, voir les ingrédients, voir toutes les étapes. Et quand elle me plaît, en un clic, j'ai ajouté tous les produits à mon panier. Donc, il y avait une petite partie effectivement avec les fonds de placard, c'est-à-dire que Miam sait qu'il y a des produits que vous avez probablement chez vous, il ne va pas vous les ajouter.
Ici, on est passé dans le catalogue, vous voyez, avec toutes les différentes sections pour trouver les recettes, l'inspiration, les recettes qui vous plaisent. Donc bien sûr, toutes ces recettes sont aussi commandables en un clic. On a la petite partie, donc je peux aller directement dans des sections pour trouver de l'inspiration, trouver plus de recettes, des recettes qui vont me plaire. Donc ici, on a donc j'ai parlé tout à l'heure, une recette sponsorisée. Donc on a fait une campagne avec Barilla, donc des jolies recettes avec des très beaux visuels. Et ici, donc justement, le contenu qu'ils avaient ajouté en plus pour expliquer la marque et faire toute leur storytelling. Je vous remercie et je vous propose de passer aux questions. Merci Alexis pour cette présentation. On rejoint le discours initial de Régine qui parlait de la fluidification de l'expérience client, cet enrichissement. On est vraiment en plein dedans. Et j'imagine que depuis, vous savez très bien cuisiner. Vous avez testé l'outil sur vous ? Oui, moi j'aimais déjà cuisiner avant, donc l'idée effectivement est partie de ça. On aime bien cuisiner. On fait ses courses en ligne, seulement ça prend du temps, on regarde les recettes, on va aller choisir tous les produits un à un. Énormément de temps et finalement on se met un peu moins de cuisiner. Et ici, du coup, facile. Est-ce que l'outil évite de vous reproposer à chaque fois les mêmes recettes ? Est-ce qu'on a une personnalisation de l'expérience ? Il y a une partie où on va faire tourner les recettes. C'est un gros enjeu effectivement pour proposer du contenu qui va me plaire à chaque fois. Après, comme on l'a dit, évidemment, il y a les recettes qu'on peut ajouter en favori parce qu'il y a des recettes qui vont toujours me plaire, que je sais, je vais peut-être pas la refaire la semaine d'après, mais le mois prochain, ça peut m'intéresser. Ou effectivement des recettes un peu récurrentes. Je pense par exemple pour des familles qui ont besoin de faire les courses pour leurs enfants, pour toute la famille. Il y a peut-être la recette qui se fait facilement, qui va plaire un peu récurrente une fois tous les mois. Et ce que disait Régine, c'est que pour un peu sublimer l'expérience, fallait peut-être un peu mettre de grumeaux. Là, du coup, c'est des recettes qui sortent un peu de l'ordinaire. Vous avez un fond de recettes suffisamment important pour pouvoir surprendre ? On a des recettes, on a des recettes miam. On en a entre 400 et 450. Après, on a aussi beaucoup de recettes. Donc là, sur Cora, au total, il y en a 1600. Tout simplement parce que les enseignes ont énormément de recettes, déjà eux. Donc des recettes qui, des fois, traînent sur un blog ou ne sont pas forcément bien utilisées. Donc là, nous, avec notre algorithme qui est capable de convertir n'importe quelle recette, c'est les 1200 recettes de Cora qui ont été importées, qui sont disponibles facilement. Vous vous interfacez avec les plateformes tels que Marmiton, 750 grammes ? Non, nous, c'est pas vraiment nos modèles. On a testé à un moment. On n'a pas continué parce que selon nous, donc ça ne fonctionnait pas. On avait des taux de conversion qui étaient assez faibles et une expérience où les gens là vont purement chercher l'inspiration, mais ne sont pas vraiment dans une optique de commander. C'est pour ça qu'on est parti vraiment marque blanche directement sur le site où les personnes sont là pour faire leurs courses et on va améliorer finalement leur quotidien et leur expérience de course en ligne. Et ce qui intéresse aussi le consommateur désormais, c'est un peu la gestion de ses données. Est-ce qu'il est au courant comment ça se passe ? On est totalement RGPD compliant, c'est-à-dire que pour que ça fonctionne, on n'a pas besoin de données de clients, on a besoin simplement d'un moyen de l'identifier, donc c'est-à-dire un utilisateur, il a un identifiant anonyme et ça suffit à Miam pour faire le travail. Après, comme partout, il y a l'utilisation des cookies qui peut refuser, du tracking qui peut refuser. Et, nous, ça ne nous pose pas de problème, on peut ne pas lui proposer de personnalisation s'il n'en a pas envie. Donc, pas besoin d'adresse email, pas besoin de nom, juste un identifiant, ça suffit. Et puis on a une question sur le rapport justement à la nourriture. Est-ce que vous êtes capable alors la question exacte, c'est tracer les critères qualitatifs pour le consommateur ou préconiser des produits sains ? Pour le moment, non, ça demande la donnée à la base du produit. Par contre, Miam est intelligent et comme je l'ai dit, il vous connaît. C'est-à-dire que si vous prenez toujours les mêmes produits, parce que vous prenez des produits, je vais prendre par exemple mes légumes, mes concombres bio, Miam apprend que les concombres, vous voulez du bio, il va vous proposer automatiquement des concombres bio. Donc finalement, à mon utilisation, il va m'apprendre et me proposer les produits que j'aime bien. Ok, merci beaucoup Alexis pour cette présentation. Merci à vous. Et on va passer à la dernière présentation. C'est Nicolas de Alta Voce, un outil qui nous aurait bien été utile tout à l'heure lors de notre expérience un petit peu compliquée à distance. Nicolas, je t'en prie, c'est à toi.
Bonjour à tous, merci de votre présence, merci de votre intérêt pour cet événement. Donc, je suis Nicolas Martinois, un ancien consultant en relations clients, mais aussi et surtout donc, l'un des cofondateurs d'Alta Voce et CEO de la société. Donc si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous présenter des technologies, parce que vous êtes ici aujourd'hui pour en découvrir et pour découvrir des technologies, des innovations au bénéfice de l'expérience client. Et donc je vais vous présenter ces technologies à travers un cas d'usage, le cas d'usage de WebHelp, qui les a déployées dans certains de ses centres d'appel. Donc ces technologies, en quoi elles consistent? Elles consistent dans les grandes lignes en une modulation de la voix des agents qui travaillent dans les centres d'appel, donc notamment dans vos centres d'appel, ça pourrait être le cas, de façon à faciliter leur travail, mais aussi donc à améliorer l'expérience des clients ou des prospects lorsqu'ils sont au téléphone avec les opérateurs. Donc c'est des technologies basées sur les neurosciences cognitives et donc elles permettent d'améliorer l'expérience client. Donc je vais commencer par rentrer en détail sur ces technologies pour vous les présenter. D'abord en présentant les problèmes auxquels elles répondent, et puis ensuite on va s'intéresser donc à WebHelp, qui est donc un leader mondial des centres d'appel externalisés, je ne l'avais pas précisé, pour voir qu'est-ce que ces technologies ont apporté chez WebHelp lorsqu'elles étaient utilisées dans leur centre d'appel. Et puis enfin, on aura la place pour répondre à vos questions. Mais tout d'abord, laissez-moi vous poser une question. Quel est, selon vous, le principal outil de travail des téléopérateurs dans les centres d'appel? Alors, si vous m'avez bien suivi, vous avez peut-être déjà une idée, j'ai beaucoup parlé de technologie vocale. Donc la réponse, c'est leur voix, parce que les téléopérateurs passent leur journée à parler au téléphone avec des clients. Et pourtant, c'est bien triste, ils n'ont jusqu'à présent pas de solution qui leur permette de moduler leur voix de façon à avoir une voix la plus pertinente possible dans les différents cas d'usage auxquels ils font face. Et il faut bien le comprendre, les téléopérateurs ils doivent être en permanence concentrés sur différentes choses, déjà sur l'écoute du client, mais aussi sur la réponse qu'il lui apporte, donc notamment pour bien comprendre quel est le problème du client, qu'est-ce qu'il veut, et qu'est-ce que je lui dis pour répondre à son problème. Donc là, c'est être concentré sur le client. Mais en même temps, ils doivent être concentrés sur eux-mêmes, c'est-à-dire sur comment avoir la bonne tonalité de voix pour apporter la réponse à ce client. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est d'aider l'agent, le téléopérateur du centre d'appel, sur la tonalité de sa voix, de façon à ce qu'il puisse être concentré uniquement sur le client, sur l'écoute, la compréhension de son besoin et la réponse apportée. Donc c'est une innovation de rupture, parce que jusqu'à présent ça n'avait pas été fait. Pourquoi? Pas parce que personne n'y avait pensé probablement, mais parce que ça signifie qu'il faut maîtriser plusieurs choses. Déjà, il faut savoir ce qu'il faut changer. Donc il faut savoir sur quelles caractéristiques de la voix jouer pour qu'elle soit perçue d'une façon différente. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut être en mesure de transformer cette voix, de la moduler de façon à ce qu'elle ait ses caractéristiques. Donc attention, on ne change pas l'identité de la personne, ça encore c'est important. Et on va vraiment conserver l'identité vocale de la personne, mais aussi le côté humain de la personne. Donc jusqu'à présent, il y a par exemple des technologies qui vont changer l'identité vocale en temps réel, mais ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Il va y avoir par exemple AudioTunes, qui, si vous chantez faux, comme c'est mon cas, qui va ramener, on va dire, votre voix à la bonne note. Mais ça, c'est une seule caractéristique et c'est très loin de ce qu'on doit maîtriser pour faire ce qu'on fait. C'est-à-dire donc de savoir, d'après neurosciences, ce qu'il faut modifier et de le faire en temps réel. Donc c'est-à-dire jouer sur une douzaine de caractéristiques différentes de la voix. Donc pour la première fois, on peut assister les agents des centres d'appel dans leur voix. Et donc on va le faire avec notamment 3 technologies, dont certaines pourraient vous surprendre. Suivez bien. Donc la première, elle consiste à supprimer le bruit ambiant. Ça, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, ça peut exister de manière native dans Zoom, par exemple. Donc si on se met du point de vue du téléopérateur, donc le téléopérateur, parfois, il fait face à des clients qui appellent depuis un lieu bruyant. Donc on peut imaginer facilement la terrasse d'un bar, d'un café, une rue, voilà. Et donc ça va gêner la compréhension du client, c'est-à-dire aussi donc son écoute, la compréhension de son besoin par le téléopérateur. Le client, lui, quand il appelle un centre d'appel, il va entendre
parfois, même souvent, le brouhaha qui peut régner dans les centres d'appel. Donc par exemple la voix de l'agent voisin qui parle à un autre client à ce moment-là. Et donc ça va aussi gêner sa compréhension. Il faut aussi savoir qu'avec le modèle hybride qui est en train d'être mis en place, il y a beaucoup d'agents qui télétravaillent depuis la maison. Donc potentiellement avec un bébé, un chien, un voisin bruyant. Ça on ne peut pas trop maîtriser. C'est encore une fois quelque chose qui gêne la compréhension de la part du client. Et enfin les prospects. Donc un prospect, il n'a pas demandé à être sollicité, il reçoit un appel, il décroche, là il entend un brouhaha qui lui signifie qu'il fait face à une personne qui l'appelle depuis un centre d'appel, il ne va même pas donner une chance à l'agent de s'expliquer, de commencer à dérouler son argumentaire, il va tout de suite raccrocher. Donc ça aussi c'est un problème, et donc la solution à tous ces problèmes, c'est de supprimer les bruits de fond indésirables, de façon vraiment à isoler la voix de l'agent dans les centres d'appel, ou du client, parce qu'on peut aussi le faire, pour vraiment mettre cette voix en valeur. Donc je vais vous laisser écouter un exemple, s'il vous plaît. Donc c'est un exemple avant, donc avec du bruit de fond, et ensuite après, avec l'application de la technologie. Alors c'est une langue un petit peu surprenante auquel je ne s'attend pas, donc concentrez-vous vraiment sur le son, s'il vous plaît. Spotřební družstva věnují velkou pozornost restrukturalizaci spotřební sítě. Et maintenant, avec la technologie. Spotřební družstva věnují velkou pozornost restrukturalizaci spotřební sítě. Voilà, alors très simplement, on constate que la voix c'est exactement la même, mais on entend beaucoup moins le bruit de fond qui est dérangeant, bon là qui est un petit peu, on va dire, caricatural, hein, c'est le but vraiment de mettre en valeur dans l'exemple la technologie. Donc la seconde technologie, donc c'est une technologie qui va permettre de rendre une voix plus intelligible en direct lors d'une conversation. Pourquoi? Parce que du point de vue du téléopérateur, parfois ils font face à des clients qui ont une voix qui est difficile à comprendre. Je pense qu'on a tous fait l'expérience lorsque vous parlez à une personne âgée, une personne qui est malade, enrouée, ou tout simplement il y a des personnes qui articulent moins bien que d'autres. Donc ça peut être compliqué de comprendre tout type de personnes. Et on ne sait jamais à qui on fait face lorsqu'on travaille dans un centre d'appel. Du point de vue client ou prospect, on a des agents qui ont parfois un accent qui gêne un peu la compréhension. Parfois, ils parlent vite parce qu'ils sont habitués, notamment lorsqu'ils débitent des phrases de leur script qu'ils ont l'habitude de prononcer. Donc, ils vont peut-être les prononcer très vite, parfois en mâchant un peu les mots. Puis aussi la fatigue, il ne faut pas l'oublier, ils font un travail qui est très difficile. Donc, à la fin de la journée, bien articulé sur chaque mot, c'est compliqué. Et donc, la solution à ça, c'est de mettre en évidence les caractéristiques dans une voix qui font que cette voix, elle sera facilement comprise sans effort cognitif de la part de l'interlocuteur. Donc là, il faut vraiment bien connaître sur le côté neurosciences ce qui fait qu'une voix est comprise et donc pouvoir mettre ces caractéristiques en valeur en direct lors d'une conversation. Encore une fois, je vais vous faire écouter un exemple qui commence sans cette technologie d'intelligibilité et puis pendant l'exemple, la technologie va passer en on et vous allez vous rendre compte par vous-même à quel moment la technologie est utilisée. S'il vous plaît. Thank you. Lauren, can I have your... Thank you for calling Nissan. My name is Lauren. Can I have your name? Yeah, my name is John Smith. Thank you, John. How can I help you? I was just calling about to see how much it would cost to update the map in my car. I'd be happy to help you with that today. Voilà, alors on voit bien, parfois on a l'impression que le son est un petit peu augmenté, en fait c'est pas du tout le cas, c'est vraiment juste que dans la voix, ce qui fait qu'elle est facile à comprendre est mis en valeur. Et enfin, la troisième technologie, donc c'est une technologie qui va jouer sur l'aspect perceptif d'une voix. Comment on perçoit cette voix? Donc on pense notamment au téléopérateur. C'est pour délivrer une bonne expérience au client, il faut qu'il soit souriant, voilà, pour dégager des émotions positives. Mais c'est plus difficile, c'est pas facile de sourire au téléphone. Donc certains agents y arrivent mieux que d'autres. Donc déjà on a une hétérogénéité dans cette capacité entre les différents agents. On peut les former, mais tout le monde n'est pas capable de capitaliser sur une formation. Vous formez quelqu'un, peut-être qu'il arrivera à prendre en compte les conseils, à les mettre en œuvre, peut-être pas. Et s'il le fait, ça ne sera pas instantané. Et puis enfin, même l'agent qui arrive à sourire au téléphone, ça sera difficile pour lui, avec la fatigue, de le faire 5 heures par jour en permanence, puisqu'il ne fait que ça. Du point de vue client, lorsqu'ils appellent, a priori, c'est que leur expérience n'est déjà pas très positive. On appelle rarement en centre d'appel pour exprimer tout le bien qu'on pense de la marque. Et donc, s'ils font face en plus de ça à un agent qui leur parle avec une voix qui est perçue comme étant peut-être monotone, voire ennuyée, leur expérience elle est encore plus dégradée et vont en retour, ils vont avoir moins tendance à respecter l'agent. Si au contraire,
ils ont un problème, ils appellent, mais ils font face à un agent qu'ils trouvent sympathique, souriant, ils passent un bon moment au téléphone, ils vont aussi se comporter de manière beaucoup plus positive avec lui. Donc on rentre dans un cercle vertueux. Puis enfin les prospects. Donc lorsqu'on les appelle pour leur vendre un produit alors qu'ils n'ont pas sollicité cet appel, on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Si le prospect n'a pas envie d'écouter l'agent, même si le produit est très intéressant pour lui, il va tout de suite raccrocher. Et donc là, c'est très important que la phrase d'accroche soit souriante, soit engageante et donne envie au prospect d'écouter l'agent. Et donc la solution, c'est de rendre une voix plus souriante en temps réel. Encore une fois, donc on ne modifie pas la voix de la personne, hein, c'est bien sa voix à lui. On n'est pas du tout dans la robotisation, mais on va jouer sur le côté perceptif. Donc ça va rester très subtil. On ne cherche pas un effet waouh, mais la voix donc, sera perçue comme étant légèrement plus souriante qu'elle ne l'est en réalité, et ça suffit pour améliorer l'expérience du client au téléphone. Encore une fois, vous allez écouter un exemple, s'il vous plaît. Our love is here to stay. Our love is here to stay. Voilà, donc il y a un exemple avant, après, donc ça reste subtil. Est-ce qu'on peut le réécouter une fois encore, s'il vous plaît? Our love is here to stay. Our love is here to stay. Voilà, donc vous percevez un peu les inflexions qu'il peut y avoir dans la voix. Alors c'est des exemples qui sont faits en laboratoire malheureusement, puisque pour des régions de RGPD, je ne peux pas vous faire écouter des exemples issus directement des centres d'appel, mais qui sont très parlants. Et donc, on va rentrer plus en détail maintenant sur le cas d'étude de WebHelp qui a utilisé cette technologie en situation. Alors, je le rappelle, donc la technologie de suppression du bruit de fond indésirable, la technologie de mise en valeur de l'intelligibilité d'une voix et la technologie qui rend les voix plus souriantes en direct lors des conversations téléphoniques, agents, prospects, clients. Et donc, WebHelp a utilisé ces technologies dans différents centres d'appel. Donc dans plusieurs pays dans le monde, donc dans le cas d'une douzaine de POC, sur différents cas d'usage, donc à la fois la télévente mais aussi le service client, et donc sur des tailles d'équipe variables et qui ont été jusqu'à une centaine de personnes, pour une durée aussi variable qui a pu aller jusqu'à 9 mois sur certains tests. Et donc ces technologies, les 3 qu'on a présentées ont été utilisées, mais uniquement côté agent, donc déployées au sein du centre d'appel. Même si c'est faisable, on ne les a jamais appliquées sur le client, où on pourrait utiliser les technologies de réduction du bruit ambiant et d'intelligibilité. Celle du sourire, c'est un petit peu plus questionnable, c'est pas envisagé pour le moment. Et les KPI qui sont suivis, donc c'est les ventes par heure, mais aussi la satisfaction client. Donc pour suivre ces KPI, qu'est-ce qu'on fait? On va réaliser un test AB. Donc on va mettre la technologie à disposition d'un agent une journée. Le lendemain, il ne va pas avoir la technologie, puis il va l'avoir à nouveau, ne plus l'avoir à nouveau. Et sur une durée suffisamment longue, donc jusqu'à 9 mois par exemple, on va comparer ses performances, les jours où il a la technologie, comparé aux jours où il ne l'a pas. Et ce qu'on constate, c'est qu'en moyenne, les jours où il a la technologie, il va faire 106 à 110% des performances par rapport aux jours où il n'a pas la technologie. Donc là, c'est bien une preuve que ça marche, que ça améliore l'expérience des clients et des prospects au téléphone, et donc, in fine, augmente leur satisfaction client, si on est dans un cas d'usage de service client, et les ventes, si on est dans un cas d'usage de télévente. Donc WebHelp, quel a été leur intérêt dans l'usage de ces technologies? Donc déjà d'améliorer l'expérience client au téléphone, donc d'augmenter la satisfaction des clients. Si c'est améliorer l'expérience des prospects au téléphone, donc augmenter les ventes. Et puis aussi augmenter la satisfaction et la productivité des téléopérateurs. Pourquoi? Parce que les téléopérateurs, comme on l'a dit, ils n'ont plus qu'à être concentrés sur le client, plus sur la tonalité de leur voix. Donc leur travail est simplifié. Donc ça permet de mieux les engager, de rendre leur travail plus facile, mais aussi on crée ce cercle vertueux où le client aussi se comporte mieux avec l'agent parce qu'il perçoit sa voix de manière plus positive. Donc il va aussi avoir tendance à plus respecter l'agent. Et puis la productivité augmente parce que les performances sont plus hautes, donc l'agent, sans faire plus d'efforts, il produit plus. Et aussi, donc, WebHelp a pu avoir un ROI connu, ce qui est le cas, puisqu'on propose toujours donc, de faire un test AB pour commencer, pour démontrer vraiment l'incrément de KPI lorsque ces technologies sont on. Merci à tous pour votre attention, et maintenant, je serais ravi de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup Nicolas, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que déjà, sur votre société, vous êtes combien et
Est-ce que vous avez des chiffres à nous Alors, on est 4 associés cofondateurs, dont 3 opérationnels, puisque le 4e reste directeur de recherche au CNRS, habilité à diriger des recherches en neurosciences cognitives, donc qui est notre lien avec justement ces connaissances très clés pour notre société. Et on a aussi 2 salariés, Agathe et Mohamed. D'accord. Et vous avez d'autres clients que WebHelp Oui, on a d'autres clients comparables, dont je ne peux pas citer les noms. Et aussi des tests en cours avec d'autres grands comptes dont peut-être certains nous suivent aujourd'hui. Le setup dure combien de temps de votre solution? Alors c'est très rapide, c'est très simple à installer, ça peut se faire en ligne de commande sur l'ensemble d'un plateau en un coup. On prend à peu près 2 semaines pour faire tourner les technologies grâce à une intelligence artificielle qui va déterminer quel est le niveau de sourire à adapter. Quelqu'un qui est déjà très souriant, on ne va pas lui rajouter beaucoup de sourire. Quelqu'un qui n'est pas du tout, on va lui rajouter un peu plus. Quelqu'un qui est toujours très souriant, on va déterminer qu'il ne faut pas appliquer par exemple la technologie sur cette personne ou que ce n'est pas nécessaire. Donc à peu près 2 semaines pour faire tourner cette technologie, l'installation. Ensuite le test AB, ça serait à cadrer, donc la durée sera déterminée de façon à ce qu'on puisse récolter suffisamment de données pour avoir des résultats significatifs. Donc ça, c'est du cadrage au cas par cas, mais au minimum 2 mois. En général, on essaie de faire 3 mois. C'est une technologie brevetée, du coup? Alors, il y a une partie qui est brevetée, une partie qui est en cours de brevet. Voilà. Mais dans tous les cas, on va dire, c'est une expertise qui est aussi rare, puisque ça nécessite des compétences rares et qui doivent être complémentaires. On a une question dans le public. Oui. Julie? Je vais poser la question, est-ce que les clients sont prévenus de l'utilisation de cette technologie? Alors c'est une question très intéressante, donc ça fait le lien avec tous les aspects éthiques liés à ces technologies qui sont au cœur de nos réflexions depuis la création de la société, depuis le premier jour. Donc on a notamment conduit aussi des études éthiques indépendantes pour avoir un peu des retours. Donc c'est pour ça que pour le moment, même si c'est faisable, on n'applique pas de transformation côté client. Par exemple, côté client, on ne se verrait pas rendre les voix plus souriantes. Par contre, on pourrait améliorer l'intelligibilité, puisque là, il n'y a pas de transformation dure à proprement parler. Et côté agent, certes, on fait toutes ces transformations avec l'accord de l'agent, puisqu'on demande à l'agent, même qui travaille pour le centre d'appel, d'avoir son consentement. Mais effectivement, le client n'est pas au courant. Ce qu'on a constaté, c'est que le client, dans les études, dans les réponses qu'on a pu avoir, on est là pour lui donner une meilleure expérience. Et au final, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, on n'est pas dans la robotisation, il parle toujours à une personne humaine, c'est toujours sa voix à lui, donc il ne se sent pas, on va dire, lésé, et puis il peut aussi comprendre que le téléopérateur, il fait un travail difficile, et on lui demande d'être souriant en plus de ça, donc un peu c'est dans l'intérêt de tout le monde, donc c'est plutôt bien accepté. Voilà. Après, peut-être qu'un jour, il y aura une législation qui sera faite où on demandera de prévenir le client. À ce moment-là, ça pourra être fait dans la phrase initiale qui est de toute façon toujours présentée dans les centres d'appel où on parle notamment de recueil des données, ce genre de choses. On peut imaginer une déclinaison dans le support à distance avec des outils classiques qu'on utilise, comme Skype, comme Teams Alors ça fonctionne déjà sur Skype, Teams, on les utilise lorsqu'on fait nos appels au sein de l'équipe ou avec des partenaires, on utilise la technologie sur Zoom, Teams, sachant que par exemple la réduction du bruit ambiant ils l'ont déjà, mais tout ce qui est intelligibilité et sourire ils ne l'ont pas, et donc nous on l'utilise personnellement, mais on ne commercialise pas encore la solution pour ce type d'application. Par contre, s'il y a un vrai besoin, c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous en parler, on peut l'envisager. On peut donner le sourire à un collègue pas très souriant alors. Alors si c'est lui, de son côté, qui décide de se rendre plus souriant, donc la décision lui revient. Très bien, merci beaucoup Nicolas, c'est vraiment une solution extrêmement intéressante et on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, merci à tous pour votre attention. À bientôt. Merci à Nicolas. On arrive au terme de cette Innovation Corner consacrée à l'innovation au bénéfice de l'expérience client. Merci de nous avoir suivis. Alors j'étais en direct du studio de Cap Digital. Comme vous le voyez, les conditions sont optimales dès lors qu'on est sur place dans le studio. C'est un studio d'ailleurs qu'on met à disposition de nos adhérents à un tarif extrêmement compétitif. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à contacter l'équipe communication de Cap Digital qui s'occupe de la gestion du studio. On vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain Innovation
Innovation Corner et vous serez informé en suivant les réseaux, en suivant l'actualité de Cap Digital, en suivant nos newsletters du programme qui sera annoncé. Merci beaucoup, merci à tous et très bonne fin de journée. Dernière chose, l'Innovation Corner sera disponible bien sûr en replay très bientôt. Là encore, le lien sera communiqué sur les réseaux sociaux rapidement. Merci à tous.